Si tu as fermé ton site internet parce que, je cite, il ne sert à rien, cet épisode est pour toi. Si tu as lâché ton Instagram parce que ça ne ramenait pas de clients, si tu as payé un CRM pendant 3 mois avant de revenir à ton carnet, si tu as arrêté ta newsletter au 4e envoi, cet épisode est pour toi. Et je vais te dire quelque chose qui va te surprendre. You were right. Tu avais raison. Ton site ne servait effectivement à rien. Ton Instagram non plus. Le CRM encore moins. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur ce que tu en as conclu. Hello et bienvenue dans Business Story, le podcast qui parle de la réalité de l'entrepreneuriat, sans langue de bois et sans faux semblants. Revenons à notre discussion, parce que la conclusion, on la connaît. La conclusion que tu fais quand tu fais tout ça, c'est que tu te dis que ces outils-là ne fonctionnent pas, que ça ne sert à rien et que ce n'est pas bon pour ton activité. Sauf que le problème, ce n'est pas l'outil. C'est pas toi non plus d'ailleurs. C'est autre chose, quelque chose que tu ne vois pas de l'extérieur et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Et peut-être que tu es à l'autre bout du spectre d'ailleurs. Peut-être que toi, ton business tourne, tu as des clients, tu as un système de caisse, un agenda en ligne, des milliers de followers et un tout petit peu de paperasse. You think you got it handled. And you are. Enfin, si tu veux rester sous ton plafond de verre, après 12 ans à transformer des business de l'intérieur, je te garantis que tu pourras difficilement aller plus loin si tu ne creuses pas un peu plus. Alors, pour te montrer ce qu'il y a à creuser, je vais te raconter l'histoire de 2 entreprises. Même métier, même ville, créées la même année, à quelques mois d'intervalle. 2 personnes qui savent faire, vraiment, 2 personnes sérieuses, 2 personnes honnêtes, qui se lèvent tôt. 5 ans plus tard, la première personne a une équipe, un deuxième point de vente et elle est même partie 3 semaines en vacances cet été. Et tout a tourné sans elle. La deuxième, 5 années plus tard, elle est toujours au même endroit, toujours ouverte, toujours debout. En revanche, elle travaille plus qu'au premier jour. Elle n'a pas pris de vraies vacances depuis 4 ans. Elle ne se paye pas correctement. Et si elle s'arrête une semaine, tout s'écroule avec elle. Même métier, même ville, même année. Alors la vraie question, la seule qui compte, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Et je veux qu'on prenne le temps d'éliminer les fausses questions qu'on se pose. Par exemple, est-ce que ce serait le talent? Non. Et c'est même le plus troublant pour moi parce que dans les cas que je vois, la personne qui stagne est souvent meilleure. Elle est meilleure techniquement. Elle est plus exigeante. Elle est plus fine dans son métier. Celle qui grandit, très souvent, elle fait un travail correct. Pas exceptionnel, en fait, juste correct. Est-ce que c'est l'argent de départ? Ça aide, évidemment, mais j'ai vu des business bien financés s'éteindre au bout de 3 ans et des business qui ont démarré avec presque rien tenir 15 ans. Est-ce que c'est l'emplacement? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est la chance? Ça joue à la marge. Ça n'explique pas un écart pareil sur 5 ans. Et le travail? Ben alors là, accroche-toi, dans 9 situations sur 10 que j'observe, celle qui stagne travaille plus que celle qui grandit. Plus d'heures, plus de week-ends, plus de charge mentale. Si l'effort était la variable qui décidait, ce serait exactement l'inverse. Donc, ce n'est ni le talent, ni l'argent, ni la chance, et encore moins le travail. Il reste une chose, une seule, et je vais te dire 2 choses sur elle avant de te la donner. La première, c'est qu'elle est documentée. Pas depuis 10 ans, pas depuis une story d'un coach américain à 3 heures du matin, depuis 1955. Et elle a été mise au point par des gens qui n'avaient absolument aucune intention de te vendre quoi que ce soit. Et elle a été reproduite 40 000 fois dans plusieurs pays. La deuxième, c'est qu'elle n'a rien de sexy. Elle est même franchement ennuyeuse à décrire. Il n'y a pas de déclic dedans, il n'y a pas de mindset, il n'y a pas de matin où tu te réveilles complètement transformé. Et c'est précisément pour ça que la plupart des gens l'écartent en 3 secondes et retournent travailler dur. Non, je ne te la donne pas maintenant. Parce que si je te la donne là, tout de suite, tu vas hocher la tête et tu vas dire « Ah ben oui, ça je connais ». Et tu vas complètement passer à côté de ce qu'elle implique. Donc on va y aller autrement. D'abord, le piège dans lequel 70% des entrepreneurs tombent sans jamais le voir. Et tu vas comprendre pourquoi celle qui travaille le plus est justement celle qui reste coincée. Ensuite, on remonte en 1954 dans un parking de San Bernardino pour voir ce qu'un vendeur de machines à milkshake a compris ce jour-là et que personne d'autre n'avait vu. Puis on applique tout ça très concrètement à un restaurant de quartier. Je te raconte un cas client réel, chiffre à l'appui. Et je réponds aux 3 objections que tu es déjà en train de faire naître dans ta tête. OK? Ready?
Let's dive in. On commence par le piège. Il a un nom et c'est un homme qui l'a posé il y a 30 ans. En 1995, Michael E. Gerber publie The E-Myth Revisited, en français le mythe de l'entrepreneur. Et il pose un diagnostic tellement précis qu'il n'a pas pris une ride. Le E-Myth, c'est le mythe entrepreneurial et Gerber le définit comme une hypothèse fatale. C'est son mot, fatal assumption. Croire que parce que tu maîtrises le travail technique d'un métier, tu sais faire tourner une entreprise qui fait ce métier. Écoute ça lentement parce que tout est là. Ça veut dire que savoir faire des gâteaux et savoir faire tourner une pâtisserie, ce sont deux métiers différents. Savoir coder et savoir faire tourner une agence, deux métiers différents. Savoir couper les cheveux et savoir faire tourner un salon, deux métiers différents. La meilleure pâtisserie de ta ville peut déposer le bilan et ça n'aura rien à voir avec ses gâteaux. Elle est une excellente technicienne et personne ne lui a jamais dit que ça ne suffisait pas. Gerber, il va plus loin. Il dit qu'on est toutes et tous composés de 3 personnages qui se disputent la place. D'abord l'entrepreneur qui regarde devant, qui voit les opportunités, qui rêve grand. Le ou la manager qui veut de l'ordre, des procédures, du prévisible. Le ou la technicienne qui veut faire, maintenant, bien et de préférence seule. L'équilibre idéal, ce serait un tiers, un tiers, un tiers. La réalité, selon Gerber, et selon ce que je vois tous les jours, là où la propriétaire d'une petite entreprise, c'est en moyenne 10% d'entrepreneurs, 20% de managers et 70% de techniciennes. 70%. Ce qui veut dire très concrètement que tu passes l'essentiel de ta semaine à faire le travail que tu ferais si tu étais salarié. Sauf que là, personne ne te paye les heures sup et que c'est toi qui répares la photocopieuse. Ouais, je sais, ça pique. Et donc, c'est la première pièce de notre énigme. Alors, on revient à nos 2 entreprises du début. Travailler dur, ce n'est donc pas une stratégie. C'est le prix d'entrée. C'est ce qu'on te demande pour avoir le droit de t'asseoir à la table. Ce n'est pas ce qui te fait gagner la partie. Et c'est pour ça que celle qui travaille le plus est souvent celle qui reste coincée. Le chef d'entreprise passe ses journées dans l'entreprise. L'autre passe une partie de ses journées à travailler sur son entreprise. Un seul mot change, tout le reste avec. Une personne passe ses journées, l'autre une partie de ses journées. Gerber décrit d'ailleurs les 4 phases qui traversent le ou la technicien devenu entrepreneur. L'euphorie d'abord, je suis libre, j'ai plus de patron, puis la terreur, il faut vendre, facturer, relancer, déclarer, puis l'épuisement et enfin le découragement. Je te parie que tu auras reconnu au moins une de ces phases, peut-être même que tu es dedans en ce moment. Alors je vais te donner un test. Un seul, il dure 4 secondes et il est sans pitié. Tu t'arrêtes 3 semaines, pas 3 jours, 3 semaines. Tu ne réponds à rien, tu ne valides rien, tu n'ouvres rien. Qu'est-ce qui reste debout quand tu reviens? Si la réponse c'est pas grand-chose, tu n'as pas créé une entreprise, tu as créé un job. Un job avec un patron beaucoup plus dur que tous ceux que tu as déjà fui. Right? Je sais, ça pique. Et j'insiste sur un point parce que je ne veux pas que tu entendes ça comme un reproche. Ce n'est pas un problème de courage, ce n'est absolument pas un problème de talent. Tu n'as pas triché, tu n'as pas été fainéant, fainéante. Tu as fait exactement ce qu'on t'a appris à faire, c'est-à-dire bosser dur, bosser plus quand ça coince. Et moi, je me suis accrochée aussi et j'ai longtemps cru que tout se réglait à coups de nuit blanche. Les nuits blanches règlent beaucoup de choses. Mais elles ne règlent pas celle-là. On ne sort pas de ce piège en poussant plus fort. On en sort en changeant de méthode. Et cette méthode, elle existe, elle est documentée, sauf qu'elle ne s'appelle pas développement personnel. Elle s'appelle franchise. Les effets spéciaux. On va comprendre d'où elle vient et pour ça, on va retourner sur un parking en 1954 en Californie. Un homme de 52 ans vend des machines à milkshake. Il s'appelle Ray Kroc et sa carrière est franchement moyenne. Un jour, il reçoit une commande qui l'intrigue. Un petit restaurant de San Bernardino lui commande 8 machines d'un coup. 8 pour un seul point de vente. Il ne comprend pas comment c'est possible, alors il prend sa voiture et il va voir. Sur place, il découvre le restaurant de 2 frères, Richard et Maurice McDonald. Un menu réduit à presque rien, hamburgers, frites, boissons, pas de serveur, pas de vaisselle et une organisation de la cuisine calquée sur une chaîne de montage qu'ils appellent le Speedy Service System, mise au point en 1948. Résultat, une commande servie en moins de 60 secondes et un hamburger à 15 cents, alors que tout le monde dans le métier savait qu'on ne pouvait pas gagner d'argent en dessous de 25 cents.
Et c'est là qu'arrive le moment qui m'intéresse. Tout le monde dans ce parking voyait un restaurant qui fonctionnait bien. Ray Kroc, lui, il a vu autre chose. Il n'a pas vu le burger, il a vu la machine qui fabrique le burger. Il n'a pas acheté un restaurant, il a acheté un mode d'emploi. Et c'est exactement la différence entre ton business aujourd'hui et ton business dans 2 ans. Est-ce que tu vends ce que tu sais faire ou est-ce que tu possèdes la machine qui le fabrique sans toi? Kroc ouvre son premier McDonald's à Des Plaines dans l'Illinois le 15 avril 1955 et à partir de là, il devient obsessionnel sur un seul sujet, la reproductibilité. En 1958, un ancien grillardin de 25 ans, Fred Turner, rédige le premier manuel d'opération et de formation de l'enseigne. 75 pages à une époque où l'entreprise compte 34 restaurants. Et dans ces 75 pages, tu trouves des choses comme les frites doivent être coupées à 0,28 pouces d'épaisseur, 7 mm, ni plus ni moins. Exactement 10 steaks par livre de bœuf, soit 45 grammes pièce. Jamais plus de 6 steaks sur le grill en même temps. On peut trouver ça délirant, mais moi je trouve ça brillant et voilà pourquoi. Le jour où c'est écrit noir sur blanc, la qualité ne dépend plus de qui est en cuisine ce soir-là. Elle dépend du document. Et un document, ça se transmet, ça se corrige, ça se duplique. Un savoir-faire dans une tête, ça part en vacances, ça tombe malade, ça démissionne. En 1961, Kroc et Turner ouvrent la Hamburger University, une université d'entreprise pour apprendre à faire des hamburgers. Et les gens ont ri, évidemment. Aujourd'hui, McDonald's, c'est plus de 40 000 restaurants dans plus de 100 pays et l'immense majorité n'est pas tenue par des cuisiniers étoilés. Ils sont tenus par des franchisés, indépendants, des gens qui, pour la plupart, ne savaient pas faire un hamburger avant de signer. Alors, personne ne prétend que c'est le meilleur burger du monde. Ce n'est pas le débat. Vraiment pas. En tout cas, pas ici. C'est le business le plus reproductible du monde. Et ça vaut infiniment plus cher. Alors, tu vas me dire, Valérie, McDonald's, c'est un empire. Moi, j'ai même pas 3 salariés. J'ai un compte pro qui transpire en fin de mois. Ça n'a rien à voir. Mais laisse-moi te donner 2 chiffres. Parce que le modèle ne fonctionne pas qu'à l'échelle des géants. En France, en 2025, les réseaux de franchise ont fait 93,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 4,9% sur un an. La même année, la croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises françaises était de 2,5%. Et les défaillances d'entreprises en hausse de 3,5%. Traduction, que l'économie toussait et qu'un nombre record d'entreprises fermait, les franchises ont grandi 2 fois plus vite que la moyenne nationale. Et elles ont franchi pour la première fois le million d'emplois. Je répète, le million d'emplois. Les franchisés ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne travaillent pas plus que toi. Statistiquement, ils sont même souvent moins expérimentés dans le métier que toi parce que beaucoup découvrent le secteur en signant. La seule différence, c'est qu'on leur a remis un système qui a déjà fait ses preuves ailleurs. Ils achètent une méthode. Toi, tu improvises la tienne tous les matins depuis 5 ans. Voilà tout l'écart. Et pour être honnête, parce que c'est la maison ici, je ne vais pas te vendre la franchise comme une baguette magique. Des réseaux entiers coulent. La Fédération française de la franchise a d'ailleurs recensé une 50aine de réseaux disparus en 2025. Le sujet de cet épisode, ce n'est pas d'ouvrir une franchise. C'est de prendre leur méthode et de l'appliquer à ce que tu as déjà. Alors prenons un exemple que tout le monde peut se représenter, c'est-à-dire un restaurant de quartier. La cuisine est excellente, délicieuse. Le samedi soir, c'est plein. Il y a même une liste d'attente. Les avis Google sont dithyrambiques. Et pourtant, la personne qui tient ce restaurant est épuisée. Elle ne se paie pas correctement et elle n'a pas pris de vacances depuis 4 ans. Ce n'est pas un problème de cuisine, c'est un problème de machine. Et une machine, ça se construit en 3 couches dans un ordre qui compte. Donc, on commence par la première couche, c'est d'écrire ce qui fonctionne déjà. Je sais, c'est relou. On ne réinvente rien. On sort juste de ta tête ce qui est déjà. Dans le cas du restaurant, la fiche technique de chaque plat au gramme près avec le coût matière. La checklist d'ouverture et la checklist de fermeture. La phrase exacte qu'on dit quand un client arrive et que la table n'est pas prête. Ce qu'on fait quand un plat revient en cuisine. Comment on répond à un avis négatif avec le modèle déjà écrit. Ça a l'air ennuyeux, ça l'est. C'est la partie la moins sexy de l'épisode, mais c'est aussi la seule qui change tout.
Pourquoi? Parce que quand ton savoir-faire est dans ta tête, ce n'est pas un actif, c'est un risque. Un savoir-faire écrit, testé, transmissible, c'est ça un actif. Ça se délègue, ça se duplique, ça se vend. Et je vais être très direct. Une entreprise qui dépend entièrement de toi ne se vend pas. Elle s'éteint avec toi. Tu peux avoir 20 ans de métier et zéro patrimoine. C'est le sort de la plupart des indépendants. Et personne n'en parle malheureusement. Donc, le test pour savoir si c'est bien écrit. Simple. Tu donnes ta fiche à quelqu'un qui ne connaît pas la maison. Tu sors de la pièce et tu ne dis rien. Si le résultat sort correctement, ton process existe. Si tu as dû ajouter « Ah oui, au fait, j'avais oublié ça », ça veut dire qu'il n'existe pas encore. Et une fois que c'est écrit, tu passes à la deuxième couche, l'écosystème d'outils. Tu confies à des outils tout ce qui n'a pas besoin de toi. La réservation en ligne qui remplit ton planning pendant que tu dors et qui envoie un rappel automatique la veille. Ce qui, dans la restauration, récupère souvent la moitié des tables perdues. La caisse connectée qui remonte les ventes par plat, sans ressaisie. Le planning des équipes qui calcule les heures tout seul. La demande d'avis envoyée automatiquement le lendemain de repas, pas 3 semaines après ou pas quand on y songe. La facturation qui part sans que tu y repenses. Et la règle d'or, celle qu'on oublie tout le temps, chaque outil doit parler aux autres. Sinon, tu n'as pas un écosystème, tu as une collection d'abonnements. 7 logiciels qui ne communiquent pas, c'est 7 fois plus de saisie manuelle, pas moins. Ou alors un outil dans lequel il y a tout. Et là, on revient au tout début de cet épisode. Ton site internet qui ne servait à rien. Maintenant, tu sais pourquoi. Il n'était branché sur rien. Il ne prenait pas de réservation. Il ne collectait pas l'adresse. Il ne déclenchait aucune relance. Il ne remontait aucune donnée. C'était une plaquette posée sur Internet. Et une plaquette, effectivement, ça ne sert à rien. Un site branché sur ton agenda, sur ta base client et tes relances, ce n'est plus une plaquette. C'est un salarié qui travaille la nuit. Même outil, résultat opposé. Tu n'avais pas un problème de site. Tu avais un outil tout seul. Ce qui nous amène à la 3e couche. Et c'est ma préférée parce que c'est celle qui fait passer un business d'instinct à un business de décision. Quand tes outils parlent entre eux, tu obtiens des réponses que ton intuition ne te donnera jamais. Par exemple, ton plat le plus vendu n'est presque jamais ton plat le plus rentable. Tu peux vendre 60 fois par semaine un plat sur lequel tu gagnes 1,80 € et 8 fois un plat sur lequel tu en gagnes 11. Tant que tu ne le sais pas, tu travailles beaucoup pour enrichir ton fournisseur. Le taux de remplissage par créneau, et tu découvres que le mardi soir, entre le personnel, l'énergie et les pertes, tu perds de l'argent en ouvrant. Le taux de retour client, et tu découvres que 30% de ton chiffre d'affaires vient des gens qui reviennent et que tu n'as jamais rien mis en place pour eux. Le ticket moyen, selon qui prend la commande, et tu découvres qu'une personne de ton équipe vend systématiquement 4 € de plus par table. Et là, tu as un process à écrire et à transmettre. Aucune de ces décisions ne demande de travailler 1 heure de plus. Elle demande de savoir, d'avoir les données, d'avoir de la data. Et tout ça, tu le transposes à toutes les sauces. Tu es coiffeur, coiffeuse, ta fiche de couleur, ton protocole de diagnostic, ton rappel automatique à 6 semaines, ton taux de retour, tu es consultant, ton questionnaire d'entrée, ton modèle de livrable, ton process de relance, ta marge réelle par mission, tu fais du e-commerce, ta fiche produit type, ton protocole SAV, ton panier moyen par source de trafic, tu es artisan, ton modèle de devis, ta checklist de chantier, ta marge par type d'intervention. Le métier change, la méthode, elle reste. Et pour te le prouver, je vais te parler d'un client. Une entreprise de climatisation et chauffage en Floride, un métier technique, très concret, à l'opposé du monde du digital. Le patron était une référence dans son secteur, vraiment bon. Le problème, c'est que personne ne le savait, d'une, et qu'absolument tout reposait sur lui. On n'a pas touché à son métier, on n'a pas rajouté d'heures à ses journées, il n'en avait pas assez de toute façon. On a mis 3 systèmes en place. Un système de recrutement, parce qu'il perdait les chantiers faute de techniciens, et on avait besoin d'un parcours écrit, du premier contact à l'intégration, qui tourne en continu au lieu de repartir à zéro à chaque fois qu'il manque quelqu'un. Un système de contenu automatisé pour que sa réputation existe en dehors du bouche à oreille et travaille pendant qu'il est sur les chantiers. Et un tableau de bord financier très important pour qu'il arrête de découvrir sa rentabilité chez son comptable au mois de mai. 6 mois plus tard, trafic web multiplié par 3, trafic depuis les réseaux multiplié par 15 et les réservations en ligne en hausse de 195%. Il n'est pas devenu meilleur en climatisation, il l'était déjà. Il a simplement arrêté d'être le seul endroit où l'information circulait.
Maintenant, il y a 3 objections que tu es en train de me faire et je les entends d'ici. Alors, autant y répondre tout de suite. La première, je la vois venir depuis le début de l'épisode et je te vois venir. Je vais embaucher. Why not? Mais cette personne te coûtera extrêmement cher si ton système n'est pas solide. Parce que recruter dans une entreprise où rien n'est écrit, ça veut dire former par osmose. 3 mois à te suivre partout, à te poser des questions, à faire les choses à peu près, pendant que toi, tu fais ton travail plus le sien, plus la formation. Et si cette personne part au bout d'un an, elle emporte tout et tu recommences à zéro. Le vrai coût, ce n'est pas le salaire, c'est ce que tu paies 2 fois en fait, ton temps et l'expérience client pendant l'apprentissage. Alors que dans une entreprise où c'est écrit, l'intégration, ce n'est plus toi, c'est un dossier. Souviens-toi des franchisés McDonald's. La plupart ne savaient pas faire un burger avant de signer. La deuxième objection, c'est « moi, je suis solo, j'ai pas besoin d'équipe, je n'ai rien à déléguer ». C'est précisément l'inverse. Quand tu es seul, tu es le maillon unique. Il n'y a personne pour rattraper. Documenter tes process quand tu es solo, ça ne sert pas à déléguer demain seulement. Ça sert à ne plus repenser chaque semaine à des décisions que tu as déjà prises 30 fois. C'est de l'énergie mentale que tu récupères immédiatement. Et le jour où tu recrutes, tu ne pars pas de zéro. Tu ouvres un dossier. La troisième, c'est mon business, c'est de l'humain. Ça ne se systématise pas. Personne ne te demande de systématiser la relation. On systématise ce qu'il y a autour, justement, pour qu'il te reste du carburant pour la relation. Quand ta facturation, tes relances, tes rendez-vous et ton suivi tournent tout seul, tu arrives en séance entière, pas essorée. Le système ne remplace pas ton humanité, il la protège. C'est même la seule chose qui la protège. Et s'il ne devait rester qu'une phrase de tout cet épisode, ce serait celle-là. Tu n'es pas payé pour travailler dur. D'ailleurs, parfois, tu n'es même pas payé. Tu es payé pour construire quelque chose qui tourne. L'effort, c'est le ticket d'entrée. Le système, c'est ce qui te fait durer. Gerber avait d'ailleurs une formule que je trouve parfaite. Construis ton entreprise comme si elle était le prototype de 5000 autres. Même si tu n'en ouvriras jamais une deuxième. Parce que le simple fait de te poser la question « est-ce que ça fonctionnerait sans moi ?» change absolument tout dans la façon dont tu construis. Et comme chaque semaine, je ne te laisse évidemment pas repartir sans passer à l'action. Alors, attrape un carnet ou l'application Notes de ton téléphone. Cette semaine, un seul exercice. Tu choisis un process, juste un, le plus répétitif de ta semaine, celui que tu fais en pilote automatique en soupirant. La prochaine fois que tu le fais, tu ouvres une note et tu écris chaque étape au fur et à mesure. Pas après, pendant. Parce qu'après, ton cerveau, il saute la moitié des étapes qu'il trouve évidentes. Et ce sont exactement celles-là qui manquent quand quelqu'un d'autre essaie. Ensuite, tu le fais faire à quelqu'un d'autre en lisant ta note, sans commenter, sans rattraper. Tu regardes où ça coince et tu corriges le document. Et si tu veux le bonus, celui qui pique un petit peu, tu prends une feuille et tu écris tout ce qui s'arrête si tu disparais 3 semaines. Cette liste est ta feuille de route pour les 6 prochains mois et la ligne qui te fait le plus peur, c'est par là que tu commences. Et si cet épisode t'a parlé, fais-moi plaisir, partage-le. Partage-le avec une entrepreneur, un entrepreneur qui bosse comme une folle, comme un fou et qui n'avance pas. Tu as forcément quelqu'un en tête. Et ça sera peut-être exactement le message dont cette personne avait besoin cette semaine. Et évidemment, viens me raconter tout ça sur Instagram, @monbusinesspartner. Envoie-moi un DM. Dis-moi le process que tu as documenté et je te dirai ce que j'en pense. Et si tu veux aller plus loin, le lien vers le Clarity Call est en description. Un diagnostic honnête de ton activité, ton business, moi et 0 langue de bois. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi que ton business ne doit pas avoir besoin de toi pour bien fonctionner. Il doit avoir besoin de toi pour aller plus loin.